Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission du Micro du soir après la pause estivale. Et pour commencer cette nouvelle saison d'émission, nous avons voulu parler d'un pays très proche, en tout cas géographiquement, où beaucoup d'entre vous sont allés pendant les vacances. Il s'agit de la Bulgarie qui vit actuellement une crise politique majeure. Et pour en parler, nous allons joindre via Zoom Anna Krasteva, professeure de sciences politiques à la New Bulgarian University de Sofia et docteur honoris causa de l'université Lille 3. Elle est également rédactrice en chef du journal Southeastern Europe. Anna Krasteva est actuellement en train de parcourir l'Europe et elle va nous parler ce soir depuis Berlin. Anna Krasteva, bonsoir. Bonsoir, toute Mer- ravie d'être avec vous et avec votre radio. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et vous êtes notre première invitée en cette rentrée. Pour résumer rapidement ce qui se passe dans votre pays aujourd'hui, le parti antisystème Un tel peuple, ou Un tel peuple existe, fondé en 2019 par Slavi Trifonov, chanteur et vedette de télévision, a remporté les élections législatives du 11 juillet dernier, les deuxièmes cette année, une victoire qui assomme le parti GERB du Premier ministre Boyko Borisov au pouvoir depuis plus d'une décennie. Mais le parti Un tel peuple n'a pas réussi à former un gouvernement avec les socialistes et d'autres partis d'opposition. De nouvelles élections se profilent donc. À quoi s'attendre, Anna Krasteva? 2021 est une année historique dans l'histoire contemporaine récente de la Bulgarie. Euh, Cette année a sonné le glas de toute une époque, de l'époque Boyko Borisov, de l'époque d'une décennie, une longue décennie de GERB au pouvoir. Il faut expliquer comment on est arrivé à cette année historique qu'on vit toujours comme crise parce que le changement n'a pas encore eu lieu. Mais au moins, le premier pas enfin, de ce changement profond de la scène politique de la Bulgarie est déjà parcouru. Le premier résultat est que GERB n'est plus au pouvoir. Donc, l'histoire, si je peux dire, de ce changement a commencé surtout l'année dernière, plus ou moins à la même époque, fin de l'été, où il y a eu des mobilisations et des manifs de rue très importantes et très longues, ce qui a déclenché il y avait deux événements qui ont déclenché cette mobilisation citoyenne. D'un côté, c'était une action un peu théâtrale, mais des leaders démocratiques qui ont pénétré dans un espace qui a été plus ou moins privatisé d'un leader politique, Ahmed Dogan, qui est le leader informel qui est le leader qui a formé La le minorité mouvement, turque, c'est ça, le hein? parti de la minorité turque, le mouvement pour le droit et les libertés, mais qui est associé beaucoup à de la corruption aujourd'hui. C'était d'un côté, d'un autre côté, c'était le procureur qui a entré avec enfin certains de ses employés bien armés dans l'institution du président pour arrêter un de ses conseillers. Et cette atteinte à l'institution du président, pas tellement à la figure du président. En fait, des deux côtés, ces deux épisodes ont déclenché une énorme et très forte mobilisation citoyenne. Alors, Dans Anna votre Krasteva, excusez-moi, je vous coupe un instant. Si vous deviez caractériser cette décennie avec Boyko Borisov, en quelques mots, comment vous la définiriez? on peut la résumer en deux mots, c'est corruption
endémique. Donc de la corruption, il y en a partout, mais c'est une corruption endémique. Ce n'est pas moi qui est la seule à employer ce terme. C'est venu des deux côtés, de Bruxelles, d'un côté tous les rapports sur la Bulgarie soulignent cette faiblesse qui est systémique, une corruption systémique, et d'un autre côté, des rapports critiques dans le même esprit du Congrès à Washington. Donc, c'est une corruption qui s'exprime dans l'appropriation de fonds européens de petits cercles, dans de petits cercles du pouvoir, à transformer, comment dire, l'électorat en clientèle, donc reproduire son pouvoir dans deux clientèles qu'ils ont créées. La première, c'est l'administration. Ils ont infiltré dans l'administration des cadres, non pas compétents, mais des cadres fidèles au parti d'un côté, et d'un autre côté, ça c'est leur clientèle dans le public, dans le privé, leur clientèle a été formée dans les compagnies qui reçoivent des fonds européens pour des services qui ne rentrent pas. On a eu et on continue d'avoir des données, comment des compagnies privées ont reçu des millions, de plusieurs millions d'euros sans rien faire, donc Et comment en avance. ouais, et comment excusez-moi, Bruxelles, comment Bruxelles a réagi par rapport à tout ça? Il semblerait que Borisov ait été, ces dernières années, plutôt accepté, à Bruxelles. Euh, c'est une question tout à fait fondamentale. En fait, cette approche double, je dirais, de Bruxelles. Boyko Borisov a joué très bien son jeu, et son jeu était de se présenter comme anti-Orban, donc d'être très Anti-Viktor Orban, loyal. le Premier ministre hongrois, oui. Mmh. Bien sûr, enfin, qui passe son temps à critiquer Bruxelles et à s'opposer à toutes les grandes décisions et à toutes les politiques de Bruxelles, tout en recevant, bien sûr, les fonds européens. Donc, Boyko Borisov, qui personnellement et même en termes individuels est assez proche de Viktor Orban, mais en tant que position politique, il supporte toutes les grandes politiques, les grandes lignes de Bruxelles. Et donc, ça a été très apprécié, bien sûr. Il est membre du Parti populaire européen. Gierp est membre enfin, de ce parti qui est majoritaire au Parlement européen. Ça, c'est le côté, voilà, loyauté de la ligne GERP, qui est d'un côté très positif parce que ça exprime aussi, on doit le dire, l'opinion publique bulgare qui est beaucoup plus euro-optimiste. Donc de ce côté, tout va bien. D'un autre côté, Bruxelles, dans tous ses rapports annuels, a souligné qu'il n'y a pas de réforme et que la corruption est systémique et endémique. Et à chaque fois, donc, Gerdi, nous, bien sûr, on va lire Nous les allons rapports travailler dessus et oui, oui, d'accord. avec Et intérêt. ouais, et pour revenir à la situation actuelle, Anna Krasteva, selon vous, est-il très probable donc que Slavi, pardon, Trifonov devienne le nouveau Premier ministre? Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est donc un homme qui vient du spectacle, un petit peu comme le président ukrainien. Oui, c'est l'époque de la société de spectacle. Et donc, on voit des exemples dans beaucoup de pays. L'Ukraine est l'exemple vraiment emblématique, quelqu'un qui a joué dans le cinéma, dans une série télévisée, le président, et qui devient, Donc qui avec devient Slavi Trifonov, c'est un petit peu la même dynamique. un tout petit peu la même dynamique, oui. Donc, quelqu'un qui a une émission télévisée avec grand succès,
qui décide de se lancer dans la politique. Donc, il s'est lancé parce qu'il a initié un référendum sur quelques questions politiques, le code électoral. Donc, il est pour des élections majoritaires. Et donc, comment dire, il s'est initié pendant le référendum comme déjà un leader politique. Par rapport à la question plus concrète que vous posez, les chances qu'il devienne Premier ministre, je les juge très minimales. Ah bon? Donc, je pense que la réponse est plutôt non. Je ne le vois pas comme Premier ministre pour une variété de raisons, pour des raisons différentes. La première est que de tel type, Zelensky est une exception, on en a parlé. Mais dans d'autres cas similaires, comme par exemple les 5 étoiles en Italie, fondé par un homme de C'est vrai. commedia Mhm. dell'arte, Beppe Grillo, ce n'est pas Beppe Grillo qui a voulu devenir Premier ministre, mais Giuseppe Conte qui était un inconnu à la politique et qui, pour le temps de son mandat, a pu vraiment recevoir le respect des citoyens italiens. Je viens actuellement, je suis à Berlin, mais je viens d'Italie et je sais que les Italiens regrettent beaucoup, enfin qu'ils, pour des raisons en fait de conflits politiques, a dû quitter le poste en fait du Premier ministre. Mais donc il s'est affirmé comme quelqu'un de très respecté. Je pense donc que ce ne sera pas le cas de Suavi Trifonov parce que les deux essais de formation de gouvernement, tous les deux non réussis, il a nommé d'autres personnalités. Donc, à aucun moment, il n'a pas voulu, en fait, jusqu'à maintenant, se présenter lui-même comme candidat. La seconde raison est d'un ordre tout à fait différent. La question de santé des leaders politiques est très culturelle. Il y a des nations qui la trouvent tout à fait publique et qui discutent ouvertement de la santé de leurs leaders politiques et pensent que ça fait partie de leur responsabilité d'informer les citoyens et l'électorat de leur état de santé. Il y a d'autres où c'est beaucoup plus délicat. Là, je dirais qu'en Bulgarie, c'est plutôt le second cas. Mais on sait que Suavi Trifonov n'est pas en bon état de santé. C'est assez visible aussi. Il n'y a pas de déclaration ouverte, mais c'est un Vous pensez secret que c'est l'une des raisons public. principales qui fait qu'il ne se propose pas en tant que Premier ministre? Euh, Sinon, il le ferait? euh, c'est une raison importante, vraiment importante, parce que même comme leader politique, il n'a presque pas sorti, ou pas du tout, je dirais, en fait, de son bureau. Les rares interviews qu'il a données, il les donne de son bureau. Donc, il n'a participé à aucune activité, à aucun forum Il de n'a plus campagne. participé, il n'a plus fait de concert, parce que c'est un chanteur également, hein, c'est Oui, ça, hein? il a fait un concert, mais la salle était, mais là c'est Covid surtout, en fait, qui était, en fait, la raison, la salle était vide, comme Covid l'exige, donc il a pu faire un concert. Donc, je ne le vois pas personnellement, je vois très peu de chances à ce qu'il D'accord. devienne Premier ministre. Euh, Ce qui est plus important pour la scène politique bulgare, c'est qu'il n'arrive pas à identifier, à proposer une candidature qui est intéressante, qui porte le message de changement. Il est venu, Un il a gagné technocrate les peut-être? élections. Est-ce que Bah, excusez-moi, je vous coupe encore une fois. Un technocrate, est-ce qu'un technocrate, serait une alternative selon vous? euh, les deux figures qu'il a proposées, aucune n'est de technocrate. La première a été une surprise totale, enfin pour toute la scène politique bulgare.
parce qu'il a pris un ancien donc ministre qui a été ministre dans le gouvernement de notre ex-roi, Simon Saxe-Coburgota, qui ne fait plus partie de la scène politique bulgare depuis une décennie, mais qui n'a pas laissé une bonne trace, une trace positive. Il a laissé une trace assez ambiguë, enfin. Et donc, il prend quelqu'un du passé et donc le propose pour guider le changement. Ça a été un choc, ça a été rejeté, mais vraiment unanimement de tous côtés. Et puis la seconde fois Quelqu'un qu'il qui a... est, excusez-moi, quelqu'un qui était proche de Borisov, ou qui est proche de Borisov, ce ministre dont vous parlez? Non, il a été ministre dans le gouvernement de Simon Saxe-Coburgota, Ah oui, qui d'accord. est notre ancien roi et qui était venu en Bulgarie et qui a été, enfin là, il a fait un choc politique, il a gagné les élections avant même qu'il puisse fonder un parti. Et donc, Nikolai Vassiliev, la personne dont on parle, a été un de ses ministres. D'accord. Il a été aussi dans un second cabinet de ministres, mais qui n'est pas proche de Boyko Borisov. Donc, mais c'est quand même quelqu'un qui vient du passé et qui n'est pas une des figures, comment dire, positives en fait du passé. C'est un des ministres, comme la plupart, avec une réputation assez ambiguë. Ça, c'était le premier essai. Le second essai est quelqu'un absolument anonyme, mais anonyme à 100%, qui a un tout petit business, 10 personnes. Et qui fait partie de la formation un tel peuple ou pas? Et qui fait partie de la formation Un tel peuple, qui s'est présenté à leur casting. Donc, comment ils sélectionnent leur figure politique, ils organisent un casting. Donc, cette personne s'était présentée à ce casting, a un tout petit peu embelli sa bibliographie quand les journalistes ont commencé à vérifier son CV. Il s'est trouvé qu'il avait déclaré des diplômes dans des universités qu'il n'a même pas suivies en Allemagne, etc. Donc, ce sont des personnes qui se sont forgées de manière tout à fait artificielle, mais qui n'a participé non seulement à la vie politique, mais même dans aucune activité citoyenne. Il ne s'est engagé avec aucune cause publique, etc. Et donc, en fait, son second essai a été aussi non réussi que le premier. Mais ici, au-delà des personnes, des personnes, il faut bien voir comment dire, la logique ou le manque de logique en fait des processus. Slavi Trifonov, son parti, Un tel peuple, a gagné les élections. Et comme je dis, ça, c'est une transition politique profonde parce que Gerb a perdu le pouvoir. Donc qui va Mais dans le bon sens, qui va dans le bon relativement dans le bon sens. sens. Mhm. Voilà, ça c'est le premier effet est extrêmement positif. Le second effet est déjà très ambigu. Ils ont 64 députés dans un parlement de 240 députés. Donc, c'est un petit groupe parlementaire. Pour pouvoir former un gouvernement, ils ont besoin de 121 voix. Donc, ils ont besoin de coalition. Ça, c'est l'arithmétique politique. La logique politique était et est toujours, si vous êtes le leader du changement anti-Gerb, anti-époque, anti-modèle Borisov, ceux qui doivent entrer dans cette coalition sont les autres partis qui ont contribué à ce changement et que les électeurs ont investi pour participer dans ce changement. Ces autres partis sont dans le Parlement. Et alors pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre? C'est la grande question. Pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre? Donc,
les contradictions viennent des deux côtés. Le premier coupable, je dirais, le premier responsable en fait, de ce manque d'entente est Soavi Trifonov et son parti. Ils ont voulu vraiment privatiser le vote pour le changement. Avec 64 députés, ils ne sont pas le seul porteur en fait, de ce mandat de changement. Quand vous dites privatiser, ils ont voulu s'approprier totalement cette victoire, c'est ça? Oui, bien sûr, privatiser au sens Oui, oui, métaphorique, d'accord. Oui, oui. tout à fait. Donc, ils ont dit, nous, on ne va pas former un gouvernement de coalition, on va former un gouvernement minoritaire. Et donc, ça a été presque un chantage aux autres partis du changement, on les appelle partis de protestation et partis du changement, 3 partis, pas un seul parti, ont ce label et ont cette identité dans l'opinion publique. Donc, Soavi Trifonov s'est dit, moi je vous propose un gouvernement, vous allez voter parce que sinon c'est guerre. Mais donc, il n'a pas présenté un vrai programme, il n'a pas voulu faire des discussions avec ses partenaires. Il dit coalition est un mot sale et on ne va pas le faire. Pourquoi coalition est un mot sale? Il y a des pays comme l'Allemagne qui sont gouvernés des décennies par des gouvernements de coalition, etc. Donc personne ne sait. Mais donc ils ont refusé en fait des discussions entre partenaires. Alors de nouvelles élections se profilent, pardon, excuse-moi, de nouvelles élections se profilent, vous pensez? Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait déjà. On discute juste la date et on discute deux questions politiques. Donc, ces élections seront au mois de novembre et on discute si les élections parlementaires doivent coïncider avec les élections présidentielles. Parce que toutes les deux, ce Parlement n'a pas réussi à former un gouvernement. Et donc, il faut aller vers des nouvelles élections. Elles sont déjà en cours. Le processus est en cours. Je dis, il y a une question de calendrier parce que d'après la Constitution, il faut organiser au mois de novembre des constitutions présidentielles. Le président actuel n'a pas voulu que les deux élections coïncident, mais fort probablement ce sera le cas. Et donc, mi-novembre, on aura des élections pour un nouveau Parlement et des élections présidentielles. Mais s'il n'y a pas de changement au sein s'il n'y a pas de collaboration en amont entre tous ces partis, la situation risque d'être la même qu'aujourd'hui. Est-ce que le président Ramanev, je crois, aurait un rôle à jouer pour justement qu'on arrive à un parlement et à une situation politique assainie? Plusieurs questions dans la même question. La situation politique électorale est très dynamique. Il y a une grande déception dans l'opinion publique qui veut un changement et qui a donné 2 mandats. Donc, pour moins de 6 mois, on a eu 2 élections parlementaires. Échec total pour la formation d'un gouvernement. Donc, l'opinion publique commence à se retirer du parti de Soavi Trifonov et un tout petit peu de tous les partis en fait du changement. Il y a un parti dont le changement et la lutte anti-Boyko Borisov a toujours été la marque réservée. C'est une coalition aujourd'hui qui s'appelle Bulgarie démocratique. Il n'y a que ce parti qui monte un peu dans l'opinion publique, mais l'opinion publique est extrêmement dynamique. Il y a des maisons de sondage qui disent
que GERB peut devenir de nouveau premier parti avec cette déception enfin de Slavi Trifonov. On lui donne le pouvoir, il ne peut faire rien du tout de ce pouvoir. Donc les Et le citoyens taux de commencent. participation risque d'être, faible, si 3 élections en une année, Ici, c'est ça comment dire, le centre oui, là oui, de toutes ces différentes dynamiques qui s'entremêlent, parce que la participation aux élections présidentielles, on attend en fait qu'elle soit forte. C'est pour ça que les partis politiques veulent à tout prix que les deux élections soient le même jour pour profiter en fait d'une dynamique électorale causée en fait par la figure du président d'accord. pour voilà, mobiliser l'électorat aussi en fait pour le Parlement. Tandis que le président, il voulait à tout prix séparer les deux élections parce qu'il voulait comment dire, gagner les élections présidentielles, même au premier tour. Pour le moment, il n'y a pas d'autres candidats annoncés. Il est très, très, très haut dans les sondages. C'est la figure populaire politique la plus respectée aujourd'hui, le président Rumen Radev. Il n'y a pas encore de rival à son hauteur. Il y a très peu de temps. Et donc, il voulait à des élections purement majoritaires, comme les élections présidentielles, il avait toutes les chances de les gagner dès le premier tour. Maintenant, quand les deux logiques enfin, parlementaires, une logique de partis politiques s'entremêlent avec le vote purement majoritaire en fait, du président, ça peut créer des configurations qu'il est très difficile vraiment pour les maisons de Et le sondage. président Radev, excusez-moi, le président Radev, je suppose, d'après ce que vous dites, qu'il ne s'exprime pas, qu'il ne soutient, aucun parti, en particulier? Euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il a d'abord plusieurs fois appelé à la formation de gouvernement. Il y a un gouvernement intérim d'après la Constitution. Quand il n'y a pas un gouvernement formé par le Parlement, c'est le président qui forme un gouvernement. Et c'est assez intéressant que son gouvernement est aussi en fait très apprécié, très haut dans les sondages politiques. Donc, il y a eu même une attente de certains cercles dans l'opinion publique que ce gouvernement intérim devienne un gouvernement normal. Enfin, il n'y a pas une telle procédure en fait, dans la Constitution. Donc, le président lui-même, il s'est très clairement situé du côté des citoyens manifestants. Donc, il a pris part dans les mobilisations de l'année dernière. Par rapport aux partis de protestation, là, c'est plus complexe parce qu'il y a le plus petit de ces partis qui a déclaré son soutien au président. Il y a Slavi Trifonov qui a déclaré son soutien à la candidature du président actuel Rumen Radev. Mais le troisième parti, de Bulgarie démocratique, est un parti de droite en fait, qui a ses réserves par rapport à un candidat dont le profil est plutôt de gauche. Il a été une candidature du Parti socialiste bulgare. Le Parti socialiste bulgare est aussi dans une situation assez ambiguë. Le parti veut profiter de la dynamique électorale parce que il est beaucoup plus respecté par l'opinion publique, le président Gelev, que le Parti socialiste bulgare qui a vécu 2 défaites électorales très, très graves. Ça, c'est d'un côté. Mais d'un autre côté, on parle de plus en plus des nouveaux projets politiques de 2 ministres de ce gouvernement intérim. Et donc, Il est formé par qui ce gouvernement intérimaire? il est
Pardon, Le gouver excusez-moi, Ce gouvernement, intérimaire, il est formé par qui? le gouvernement intérimaire, d'après la constitution bulgare et d'après la réalité, est formé par le président de la République, qui Il est actuellement d'accord. est Rumen Radev. Mais ce que je veux dire, est-ce que qui travaille dans ce gouvernement? Qui est, au Voilà, aux manettes? la formule a été intéressante. Donc, il y a beaucoup d'experts, technocrates, Donc c'est qui un gouvernement de n'étaient liés à technocrates. aucun D'accord. parti. Mmh. Il y a, enfin, deux ministres proches du Parti socialiste bulgare, et donc Rumen Radev le souligne. Voilà, un gouvernement qui a un profil, voilà, technocratique, où plusieurs, voilà, D'accord. affinités politiques peuvent exister. Ça, c'est aussi son argument. Mais ce qui est très intéressant dans la scène politique bulgare, ce n'est pas uniquement les conflits entre les acteurs politiques, les partis actuels, mais c'est l'attente, le désir de l'opinion publique d'un nouveau projet politique. Donc, la grande nouveauté, la grande nouvelle est un parti qui n'est pas créé, qui n'existe pas, mais qui a deux leaders dans l'opinion publique. Ce sont deux ministres de ce gouvernement que l'opinion publique a vraiment presque adoré, ou a beaucoup apprécié, parce que, comment dire, pour la durée très limitée, enfin, d'un gouvernement intérimaire, ils ont pu montrer comment les Bulgares Leur efficacité, oui. Mmh. attendent d'être gouvernés. Donc, sur deux pistes. La première est de montrer, mais avec des preuves, avec des évidences, où disparaît l'argent public. Donc, comment ces fonds européens et l'argent public en général, comment il est distribué. Donc, avec les mécanismes, tout le monde sait qu'il disparaît. Mais le vrai mécanisme est qui exactement en profite. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est de dynamiser, de commencer des réformes. Et donc, c'est ce gouvernement à double face, qui est à la fois une révision, enfin, du modèle Borisov, mais une gouvernance aussi efficace. C'est ce que les Bulgares attendent. Et donc, il y a beaucoup de spéculations autour de l'idée d'un parti politique. Ces Parce qu'ils deux ne font pas ces ministres, 2 ministres ne font pas partie d'une formation en particulier? non, tous les D'accord. deux, ils sont des Bulgares de l'étranger. Donc, dont les carrières se sont voilà, développées à l'étranger, ils n'étaient pas du tout liés à la vie politique bulgare. Et donc, on essaie de deviner, il y a des spéculations, si un tel parti est créé, quelle en sera la couleur. Donc, est-ce qu'ils seront plutôt de droite, de gauche, parce qu'ils participent quand même actuellement à un gouvernement de Rumen Radev? Comment ce nouveau parti, est-ce qu'il ne va pas manger d'un côté l'électorat des autres partis, enfin, du changement, ou au contraire, il va attirer des voix ou bien des électeurs qui n'avaient pas voté ou qui sont dessus du modèle DIERP, etc. Mais c'est des pures spéculations, parce que Oui. le parti n'est pas encore formé, il n'est même pas encore annoncé. Tous les deux, ils déclarent que tant qu'ils sont au gouvernement, ils font leur travail de ministre, et ils ne pensent pas à un projet politique. Après, donc ils laissent beaucoup d'incertitudes, mais ne ferment pas la porte. Après, ils vont penser à un projet au profit D'accord. de la société. Mais Et ça, c'est la grande nouveauté, vraiment, que enfin, on discute un parti qui n'existe pas, mais qui exprime le désir profond de la société bulgare de changement d'un côté, et d'un gouvernement sans corruption, avec efficacité, dans un esprit européen. Donc, la Bulgarie se vit et veut devenir un pays européen
dynamique et Et en développement. et précisément, Anna Krasteva, pour terminer cet entretien, parlons un petit peu de cette, société civile, hein. Donc un dernier mot sur, là-dessus. Dès le début de notre conversation, j'ai senti que, vous étiez, relativement confiante, en ce qui concerne l'avenir du pays. En tout cas, 2021 est une date charnière et vous sentez une société civile, notamment, je suppose, des jeunes qui expriment la volonté d'un changement. Est-ce que vous sentez une société civile, et notamment, encore une fois, ces jeunes qui a le désir de ne plus trop émigrer et de rester dans le pays pour procéder à ces changements? Jeunesse, ça c'est le mot-clé. Les jeunes éduqués, actifs, engagés étaient le personnage, l'acteur central, en fait, des manifestations de l'année dernière, avec un slogan extrêmement fort: «Nous voulons» ou «Je veux de l'avenir pour Bulgarie. Je veux rester en Bulgarie». Il y a beaucoup de jeunes, c'était encore avant la rentrée, il y a beaucoup de ces jeunes qui font des études à l'étranger, Donc mais qui ne explicitement, il pensent disait: «Nous voulons rester en Bulgarie». si la Bulgarie a un avenir, nous allons rester en Bulgarie. Mais juste quand même pour un tout petit peu préciser la question, la vôtre, qui est Mmh. aussi la Tout à seule de fait. plusieurs journalistes bulgares qui continuent à penser en termes bulgares en Bulgarie et bulgares à l'étranger, en termes d'émigration. La plupart de ces jeunes se pensent comme des Européens mobiles. Aujourd'hui, ils font des études là, demain, ils vont rentrer en Bulgarie, après-demain, ils auront un poste à Bruxelles ou à Berlin ou ailleurs, etc. Donc, ils se pensent en termes d'Européens mobiles. Donc, ils se sentent très engagés dans l'avenir de la Bulgarie, mais non pas nécessairement qu'ils vont habiter, qu'ils vont vivre en D'accord. Bulgarie Mmh. en fait, toute leur vie, comme c'est le cas dans tous les autres en fait, pays européens. Ça, c'est la toute première précision que j'ai voulu faire. La seconde, elle est d'ordre politique. Les citoyens dans les rues, comme je dis, des jeunes et des jeunes d'esprit, parce qu'il y avait des représentants de toutes les générations, ils sont très différents en tant que couleur politique. En tant que couleur politique. Et donc, parce que vous me dites, en fait, les partis d'opposition, en fait, qui sont très différentes, est-ce que ces partis représentent la société civile? Euh, D'abord, ils ne sont plus d'opposition aujourd'hui parce que Gerd n'est plus au gouvernement. Les mots ne suivent plus la dynamique, enfin, la dynamique politique. Mais ces partis de changement d'opposition, ils reflètent la diversité des vues politiques. Il y a un tout petit parti qui est très, enfin, de gauche avec l'ex-ombudsman qui a enfin, la rhétorique est plus à gauche que le leader du Parti socialiste bulgare. Il y a un autre parti qui est la droite libérale, très prononcée dans les deux aspects, droite et libéralisme. Et il y a Slavi Trifonov, un vrai parti populiste. Mais il exprime, enfin, les trois partis, la diversité de la société civile. Ce qui est positif, c'est que cette société civile veut un changement. Il y a une nouvelle génération de citoyens, pas seulement en termes d'âge, il y a beaucoup qui sont jeunes, mais il y a une nouvelle génération de citoyens, ce que j'appelle une citoyenneté engagée, qui Et ce qui demande les de plus. rapproche, c'est ça, c'est plus de corruption, un avenir européen. Ça, ce sont les principes qui les rapprochent, même si ce sont des opinions diverses. Tout à fait. Donc, il y a un horizon qui est clair pour les citoyens. Donc, mettre fin à cette corruption endémique, se libérer, se libérer de l'oligarchie qui contrôle l'élite politique et avoir profité d'un gouvernement qui est à la fois technocrate, qui parle de digitalisation, de numérisation, enfin de transition verte, ce que GERP n'a pas fait pour plus d'une décennie, ni une révolution digitale, ni
une transition verte, etc., on a besoin de leaders du futur et non pas du passé, un futur vert, numérique, dynamique, européen. Anna Krasteva, je vous remercie beaucoup pour votre analyse, pour vos propos très éclairants et voilà, qui nous ont mieux informés sur ce pays voisin que nous connaissons bien hein, ici en Roumanie, mais dont on entend pas trop souvent parler, en tout cas pas autant dans des termes aussi clairs et aussi voilà, aussi explicite. Je vous remercie, Anna Krasteva. Merci, merci à Merci à vous. vous. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Micro du Soir. L'émission que vous venez d'écouter, vous pourrez la retrouver sur la page Facebook de RFI et sur le site rfi.ro. Et comme d'habitude, d'ici la semaine prochaine, je vous dis bon week-end, week-end placoute et soyez prudents sur les routes si vous prenez la voiture. À bientôt. Au revoir.